Aujourd'hui, à Ça va mieux qu'on pense, on vous présente cette rencontre profondément humaine avec quelqu'un d'extrêmement engagé, Dominique Champagne. Une rencontre, une discussion, dirais-je, qui est chargée en émotions, en montagne russe d'émotions. On passe de la joie à la colère, du jardinage à Las Vegas. C'est vraiment une rencontre avec un homme imparfait, mais qui est conscient de l'être puis qui souhaite contribuer à sa façon à améliorer le monde dans lequel on vit. C'est vraiment le genre d'épisode, moi, que j'écouterais en faisant mon jogging. J'ai l'impression que ça m'aiderait avec mes intervalles. Oui, on peut dire. Suivez-nous, abonnez-vous, écrivez-nous vos commentaires. On souhaite que cet épisode vous touche autant qu'il nous a touchés. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, nous regarder sur YouTube. Sur ce, on vous souhaite... Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. Dominique Champagne, merci d'être là à Ça va mieux qu'on pense. Ça fait plaisir. Je vais être bien honnête avec Greg. Greg m'a parlé de toi. J'avais eu des échos de ce grand homme dramaturge, metteur en scène, qui a initié le Pacte, qui a fait aussi une carrière internationale, entre autres avec les shows avec le Cirque du Soleil. Puis je me demandais quelle approche on allait pouvoir avoir avec toi. Puis avec Greg, finalement, avec son dossier de recherche qu'il a monté, j'ai fait comme « Oh, OK, je pense que ça va être intéressant. » Puis je pense qu'on va pouvoir avoir des belles discussions, puis des discussions aussi où on va pouvoir essayer de tourner la question de plusieurs angles. Puis d'avoir ton opinion, je pense que ça va être super pertinent. Mais là, vu que Greg voulait vraiment t'avoir sur le show, parce qu'on appelle ça notre show, je vais le laisser quand même expliquer pourquoi c'était si important pour lui de pouvoir avoir cette discussion-là avec toi. Okay. Bien, Dominique, tu sais, je te l'ai dit en intro tantôt, je suis vraiment un grand fan. Je t'ai vu arriver de la marge vers le TNM. C'est là qu'on s'est croisés les premières fois. L'Odyssée est un show qui m'habite encore après toutes ces années-là. Je vois beaucoup de parallèles avec Don Quichotte aussi dans ce qu'on fait. Hein? Quand on parle de l'environnement, il y a un peu cet aspect-là hein? de cette quête, de cette grande quête-là. Pour moi, c'était important de te recevoir parce que premièrement, je m'ennuyais parce que tu as occupé beaucoup d'espace pendant bien longtemps. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, il est rendu où? Fait que j'avais le goût qu'on se jase de... Il est rendu où, Dominique Champagne, en 2024? Mais avant, parce que c'est pas tout le monde... Tu sais, les podcasts, c'est des jeunes qui écoutent ça. Fait qu'il y en a qui comprennent pas qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu as fait, puis ils vont être obligés de googler. Fait que pour leur éviter de googler, on va juste faire un petit rappel. Qu'est-ce qui t'a amené à l'environnement? Parce que moi, je t'ai connu comme artiste. Tu sais, c'est ça, mais qu'est-ce qui fait qu'un artiste comme toi, qui a un agenda rempli à rebord, dit « l'environnement m'intéresse ». Bien, moi, je pense que j'ai pas plus de sensibilité que personne d'autre de ma génération. C'est-à-dire qu'on peut peut-être un peu se considérer comme la première génération qui a été vraiment interpellée par les questions d'environnement. Tu sais, pollution de l'air, pollution de l'eau, là, on avait 5-6 ans, il y avait des pubs à la télé, ça commençait. Il y a eu comme un éveil qui coïncide avec ma génération. Moi, je me souviens très bien que la nuit de la naissance de mon premier fils, dans la salle d'attente ou attenante à la salle d'accouchement où j'allais prendre une pause de temps en temps parce que le travail a duré presque 24 heures, il y avait un magazine de l'actualité où la première page, c'était « Y a-t-il un avenir pour cette planète? » Puis moi, ma femme est en train d'accoucher de mon premier bébé, puis a posteriori, je me dis, ben tiens, c'est là que je suis devenu éco-anxieux. C'est-à-dire que c'est là que j'ai compris que j'avais des responsabilités par rapport à la suite du monde, puis que je devais donc me comporter en personne responsable. C'est un privilège d'avoir des enfants, mais c'est aussi une responsabilité. Puis je pense qu'on peut se dire qu'on est la première génération qui a la conscience du fait qu'on va laisser en héritage un monde en pire état que celui qu'on a reçu. Ouais. Et ça fait pas très longtemps parce qu'on a cru dans le progrès pendant des siècles. Les choses progressaient et la situation semblait s'améliorer de la situation de l'humanité. Et là, on sait que
le rapport des êtres humains avec la nature est vicié. Il dégénère. Il y a une dévastation qui est en cours. Il y en a qui parlent d'effondrement. Donc, qui n'est pas strictement lié à la question climatique. La question climatique a son importance. Démocratique, économique, le modèle qu'on a connu, oui, ils disent que c'est en transformation. Et il y a une crise de la vie sur Terre, c'est-à-dire que l'action humaine, la technique qu'on a mis au point au fil des siècles, et qui a été accélérée par la découverte des hydrocarbures, les combustibles fossiles. Donc, la révolution industrielle qui est permise par le charbon, puis après ça, le gaz naturel, et après ça, le pétrole, nous a donné à la main humaine, à la technique, une capacité de dévastation énorme. Mais tu vois, je t'écoute. Et là, on est aux prises avec un point de bascule. C'est-à-dire que si on laisse les choses dégénérer, donc on est les contemporains de ça, à la fois d'une inquiétude et d'une prise de conscience. Tu sais, si on veut parler des choses qui vont mieux, ou on peut dire que... Tu sais, Hölderlin a cette belle phrase que... Le poète allemand que Hubert Reeves a utilisé, là, il dit « Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. » Ben oui. Donc, à mesure où le péril augmente, il y a aussi les solutions qui devraient augmenter. Et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Oui. Le problème, c'est que les progrès de la dévastation sont beaucoup plus rapides et efficaces que les progrès qui vont dans le sens contraire de la dévastation, c'est-à-dire dans le sens de la vie. Donc, on est en train d'atteindre, à chaque jour, à chaque seconde, on détruit. L'activité humaine détruit la vie. Et là, ça s'amenuise. Il n'y a plus d'hirondelles. Moi, je suis né dans un monde où il y avait une hirondelle. Mon grand-père est né dans un monde où on pouvait boire l'eau à même le ruisseau. Oui. Puis aujourd'hui, on accepte comme une fatalité le fait que ça ne se puisse pas. Donc, c'est en l'espace de ma vie, là, de ce dont je suis conscient que tout est en train de se jouer. Oui, mais tu sais, en même temps, j'écoutais une entrevue avec Stephen Guilbeault, je ne sais pas si tu l'as entendu à Radio-Canada, il disait, en quelque part, on a beaucoup nourri ce négativisme-là, et peut-être que ça s'est transformé par une démobilisation de certaines personnes. Tu sais, moi, je suis de ceux qui croient que quand on s'en va dans la culpabilité, dans la peur, l'esprit se ferme. Et lui-même faisait un mea culpa en disant peut-être que je suis un peu responsable. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Ça fait partie de la réalité. En même temps, tu sais, le jour où tu prends acte que Hitler et le fascisme étant montés en Allemagne, Chamberlain essaye de négocier la paix pendant un certain temps, puis à un moment donné, il y a tout faux parce que ce qui s'en vient, c'est une violence indue qui risque de faire très mal. Okay. Et si on ne regarde pas cette réalité-là en face, même si elle est brutale puis qu'elle est dure à regarder, bien, on risque de se faire tasser. Mais on peut la regarder puis poser des actions. Tu sais, tantôt, tu parlais beaucoup des solutions. Est-ce qu'on les adopte, les solutions? Là, j'ai un doute. Moi, je connais beaucoup de solutions technologiques super intéressantes qui pourraient nous aider, mais est-ce qu'on les utilise vraiment dans notre société? Des fois, pour des raisons de plus bas soumissionnaire conforme, on le fait pas, ou de volonté politique. Je pense que moi, j'en suis rendu, là, ces derniers temps, à une réflexion où je pense, même si on peut pointer la technique, la main humaine comme la grande responsable, je pense qu'en fait, c'est mal posé le problème. Je pense que si on persiste à croire que les solutions sont techniques ou sont technologiques, on a tout faux. Non, mais je crois pas. Donc, c'est notre rapport à la vie. C'est qu'à partir du moment où tu fréquentes la nature, tu es proche de la vie, puis tu es plus conscient des impacts que tes gestes vont avoir sur la vie, tu changes ton rapport à la vie. C'est quoi le truc qu'on dit aussi par rapport aux jardiniers, là, si on jardine... c'est l'œuvre d'une vie, ou je sais pas, il y a comme quelque chose comme ça, là, de dire que c'est important. Tu te mets les mains dans terre, tu te rends compte du travail, puis ça te valorise de t'occuper de ton jardin, finalement. Oui. Mais justement, parlons-en un petit peu plus des côtés positifs. Tu sais, t'as émis un commentaire en disant qu'au Québec, on serait les meilleurs, on pourrait être les meilleurs ou les mieux dotés, du moins, pour la transition écologique. Pourquoi tu dirais ça? Bien, c'est un peu par hasard, en fait. C'est pas des décisions politiques qu'on a prises, mais c'est sûr que je pense que dans notre ADN, nos ancêtres qui débarquent ici au mois de juillet trouvent une sorte de paradis qui va se transformer en enfer quand l'hiver débarque et ils n'arrivent pas à survivre. OK. Hein? Les premiers Français, là, ils vont presque tous mourir au premier hiver.
Et c'est la sagesse autochtone, la science autochtone qui connaît l'anéda, là, le tuya. Donc, ils vont aller recueillir en forêt une herbe qui vont pouvoir faire un remède qui va sauver du scorbut. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a dû, pour survivre, pour s'adapter à l'hostilité de la nature. Parce que, tu sais, moi, je suis un amant de la nature, mais en même temps, il ne faut pas oublier que la nature est hostile aussi. La nature, elle fait partie du danger. Mm-hmm. Puis on peut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, on a voulu se prémunir, donc développer une technique pour se prémunir des méfaits de la nature. Une morsure de serpent, un feu de forêt, la foudre, bon, name it. Donc... les Québécois, je pense, dans notre ADN, le coureur des bois, OK? C'est-à-dire celui qui devient un amant de la nature pour survivre, puis qui en fait un art de vivre, je pense que c'est très profond chez nous. Même si, avec l'industrialisation, on a peut-être un peu mis... on n'a pas allé très loin pour redécouvrir dans nos familles des amants de la nature. On est... bon. Alors, je pense qu'il y a ça d'une part, et puis il y a politiquement le fait que il y a eu un grand geste d'émancipation le jour où on a décidé au Québec de s'approprier nos ressources énergétiques. On a fondé notre identité énergétique, notre modernité énergétique en nationalisant l'électricité sur 2 valeurs fondamentales qui sont tellement importantes aujourd'hui. Une énergie propre. Puis à l'époque, c'est pas une décision écologique. C'est une décision politique d'émancipation en disant, bien là, les barrages, l'hydroélectricité, ça profite à des capitaux anglophones ou américains, c'est tout croche, puis il y a bien du monde qui n'ont pas accès à l'électricité partout au Québec. On va mettre de l'ordre là-dedans. Donc, on va nationaliser les ressources. C'est le fameux « Soyons hydro-québécois ». C'est ça, le maître chez nous. Ouais. Et donc, on va fonder notre modernité énergétique sur l'énergie propre et le partage de la richesse. Puis aujourd'hui, c'est des grands défis, des grandes valeurs qu'on devrait reconduire, qu'on devrait porter très, très haut dans notre échelle, c'est ces deux-là. Parce que s'il y a une crise du logement, c'est parce qu'il y a un mauvais partage de la richesse. Il y a des gens dans notre société qui ont les moyens d'avoir 1000 maisons. Il y en a plein. OK? Puis, il y a une crise. Et là, on va refuser l'accès à des citoyens pauvres qui ne vivent pas dans nos frontières parce que ça crée un problème de crise de logement. Puis le problème est réel. Mais est-ce que la solution, c'est de se fermer au monde? Là, moi, je n'ai pas les réponses à ces questions-là, mais je sais qu'on a besoin de réponses, excusez le mot, là, mais holistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre les problèmes à la pièce. C'est accueilli. On ne peut pas prendre les problèmes à la pièce. Donc, c'est sûr que... Mettons, moi, je suis dans le bureau de Fitzgibbon, 6 mois après son élection. Oui. Je lui apporte un livre qui s'appelle Drawdown, qui est un recueil scientifique de solutions techniques à la crise climatique. Puis je lui dis, vous devriez en faire votre livre de chevet. Ouais. Et puis, je lui parle des batteries parce que moi, je me suis acheté un char électrique, puis je crois très fort que dans la continuation de se mettre chez nous, bien, on a un déficit. Là, je leur parle un langage qu'ils comprennent bien, là, les Legault et Fitzgibbon. On a un déficit de 15 milliards par année en pétrole. On n'en produit pas, on en importe, alors qu'on est les Saoudiens de l'électricité, de l'énergie propre, puis on a des surplus. Non, ça va être moins vrai bientôt, là, mais... Donc, c'était écrit dans le ciel qu'il fallait électrifier nos transports. Et quand je lui parle de ça, je suis très conscient que sa réflexion à Fitzgibbon sur les batteries, elle commence. Il n'a pas pris le pouvoir avec le projet d'électrifier les transports avec les batteries, mais il a compris à un moment donné, à force de pression qui sont liées à les enfants qui prennent la rue, les adolescents là, qui ont pris à la suite de Greta Thunberg au Québec, tous les vendredis après-midi, il y avait une gang d'enfants, dont les enfants du ministre des Finances, Éric Girard, qui prennent la rue puis qui sautent à moins 30 en plein mois de février, puis qui sont là en disant « on veut un avenir ». Puis moi, j'étais avec eux autres. Il n'y en a pas beaucoup des vieux, mais moi, j'ai décidé de prendre ce parti-là pendant un certain temps, bon, pour toutes sortes de raisons philosophiques, poétiques, si on veut, et aussi évidemment politiques. Lesquels? Ça m'intéresse, lesquels? Mais c'est-à-dire que moi, tout à coup, moi, je suis un privilégié. Tu sais, on s'est connus au TNM. C'était un privilège pour moi d'entrer là.
Oui. Et ça me mène assez rapidement au Cirque du Soleil. Et donc, moi, j'ai gagné le jackpot à Las Vegas. J'ai quand même eu un jour dans ma vie, on m'a donné 150 millions de budget pour faire un show avec les moyens du Cirque du Soleil et toute la poésie, l'univers poétique des Beatles. C'est un privilège. C'est un privilège, puis c'est quand même ironique de par tout ton militantisme écologique. C'est ça. Et donc, moi, je vis ça un peu comme une grande contradiction. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas facile pour moi de concilier le fait que je suis en train de m'éclater comme artiste à Babylone. Une ville que je déteste, par ailleurs. Et je le vois, le comportement. Puis là, ça fait pas très longtemps que là, je suis capable de refuser des propositions que j'aurais pas refusées quand j'avais 35 ans. Mais là, le cirque t'appelle ce matin, là. Il dit, veux-tu faire un show? Tu dis oui ou non? J'ai fait l'exercice. Là, moi, j'ai refusé beaucoup de spectacles avec le Cirque du Soleil depuis Love. Pas pour des raisons, a priori, c'était pas pour des raisons nécessairement climatiques, mais l'an dernier, j'ai fait un exercice assez rigoureux parce qu'on m'a demandé d'amener le spectacle des Beatles en Europe. Et il y a toutes sortes de facteurs, mais un des facteurs très personnels qui m'a incité à dire non, c'est le fait que moi, je veux pas faire un show pour inciter les gens en Europe à prendre l'avion pour aller passer une fin de semaine à Berlin. Parce que je trouve que le comportement des Européens avec l'avion est odieux. Oui. Et odieux dans le monde dans lequel on vit. Puis là, au nom de quoi? De la liberté, au nom de ces privilèges-là. Donc, tout à coup, moi, j'en suis là à comprendre que on peut être des privilégiés, mais avec les privilèges viennent des devoirs et des responsabilités. Et là, je pense que la conscience, elle commence à s'éveiller à cette réalité-là. Justement, tu parles de privilèges puis de responsabilités avec ton art. Ne vois-tu pas, au lieu de voir ça comme une problématique puis le fait d'encourager quelque chose que tu prônes pas, ne vois-tu pas une opportunité de pouvoir justement passer un message, de pouvoir tourner la question puis faire comme, OK, comment je peux, dans ma créativité, les amener à avoir une consommation différente de l'avion ou de les... Je sais pas comment ça Moi, j'arrive pas à répondre à ces questions-là pour l'instant et c'est une des raisons pour lesquelles je suis pas très actif sur le plan créatif parce que j'ai décidé d'arrêter de produire des spectacles. J'arrête pas d'en rêver puis étrangement, tu sais, je développe beaucoup de projets que je finis par ne pas faire parce que j'ai un sérieux doute sur la pertinence de ma parole. Et sur la pertinence... Pourquoi tu as un doute? Parce que je vais faire un parallèle entre... parce que moi, j'ai vécu dans la saga du gaz de schiste. Un jour, les gazières débarquent dans le pays où je vis, où j'ai élevé mes enfants à la campagne. Puis moi, je décide qu'ils ne vont pas en forer de puits. Il y a un projet de forer 20 000 puits. Puis je suis foudroyé d'indignation. Je découvre ce que c'est que l'indignation, être indigné. Puis je vois les limites que les écologistes ont, c'est-à-dire qu'ils participent à l'éveil de la conscience, mais je leur fais pas confiance pour gagner le combat. Et moi, je suis déterminé à gagner le combat. Et je suis persuadé d'une chose, que c'est pas en faisant un show que je vais gagner mon combat. Okay. Donc, il faut que je m'implique comme militant, comme citoyen, que j'aille dans les assemblées, dans les conseils municipaux, puis les assemblées de compagnie, puis que je m'implique donc comme citoyen. Quand Christine Beaulieu lance J'aime Hydro, qui est une œuvre admirable, j'ai fait un show, moi, une soirée, j'ai appelé ça J'aime Christine Beaulieu pour rendre hommage à non seulement à la beauté de la personne, mais à son œuvre. En même temps, rapidement, moi, je lui écris en disant « Christine, j'ai pas l'impression que ton travail, malgré la grandeur, la beauté de ce que tu fais, ça va empêcher quelque barrage que ce soit. » OK? Et là, je lui dis, c'est pas pour la critiquer, c'est pour nourrir sa réflexion, parce que moi, je suis persuadé du fait que j'aurais fait un opéra rock contre le gaz de schiste, j'aurais rien changé à la situation. Mais je suis pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Parce que moi, je trouve que l'information est juste mal amenée. Elle est pas amenée, en fait. On nous apprend pas tout ça à l'école. Puis je trouve que c'est là où J'aime Hydro, il y a tellement de monde qui m'en ont parlé de cette pièce-là puis qui m'ont dit « Crime, je savais pas tout ça sur Hydro-Québec. J'ai pas appris ça à l'école. Moi, je lis pas vraiment... » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... La technologie fait en sorte qu'on n'a plus... les médias traditionnels ne se rendent plus aux citoyens. Tout à fait. Fait que je trouve que d'avoir eu ce genre de commentaires-là autour de moi, ça m'a fait me rendre compte que, OK, l'art...
l'art sert à diffuser de l'information et même à la vulgariser. Après ça, les gens, ils feront bien ce qu'ils vont, mais au moins quand ils vont voter, au moins quand ils vont poser des actions, ils vont avoir toutes les informations. Moi, j'ai pas eu la patience, je te dirais, parce que quand je fais l'Odyssée, quand je fais Don Quichotte, j'ai l'impression de semer des graines dans l'esprit des gens, dans le cœur des gens, qui donneront bien les fleurs qu'ils donneront. Ouais. On sait qu'au théâtre, on se commet intensément pour quelque chose qui va durer 2 heures dans l'esprit des gens puis qui va finir par être que du vent. C'est-à-dire, il reste rien. L'Odyssée est quand même un des shows qui, après Brou, ça a roulé longtemps. Oui, bien, moi je veux pas banaliser ça, mais ce que je veux dire, c'est que, écoute, ça a donné un sens à ma vie, la beauté de cet éphémère-là, de l'aventure théâtrale. Mais il reste que, pour moi, quand je vois l'urgence d'agir par rapport à la question climatique ou à la question écologique, je me dis, on va faire des shows pendant 8 générations, puis on n'aura rien changé. Et je ne doute pas de la valeur de l'art pour semer des graines dans les esprits, pour faire cheminer les pensées. Et je pense qu'effectivement, ça prend beaucoup d'émotions en marge des politiques ou des grands projets économiques pour faire en sorte qu'on puisse vouloir se mettre ensemble pour changer la vie. J'ai pas de doute là-dessus. Je pense que l'art a une fonction importante, mais en même temps, l'art fait partie, aujourd'hui, encore dans le monde dans lequel on vit, c'est aussi une marchandise qu'on produit, qui a son empreinte. Et moi, je dis, peut-être que pendant un certain temps, même si j'avais toujours eu des doutes sur la pertinence de ma parole, la beauté de l'entreprise, de me mettre au service de l'œuvre, valait bien toute la peine que je m'y donnais. Ouais. Aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai de mieux à faire pour la suite du monde, pour mes enfants? Mais dans le monde du spectacle, ça allait évoluer aussi. Là. Pense à Ecoseno, là, qui font de la récupération des décors et tout ça. Moi, je me rappelle au TNM, ça me cassait, ça me brisait le cœur. On jetait des sofas, on jetait des décors, on jetait tout. Puis là, il y a des mouvements comme ça qui se font, c'est positif. Écoute, moi, je suis vice-président d'Ecoseno, je suis membre du conseil d'administration et je suis extrêmement, je souffre dans la voile de ces gens-là qui ont mis sur pied cet organisme-là parce qu'effectivement, il faut passer de la parole aux actes. Puis pour ça, pour que ça soit efficace, pour que ça soit rentable, il faut se mettre ensemble. Faut qu'il y ait ça peut pas être juste une personne tout seul qui fait. Donc là, avec Ecoseno, il y a une entreprise de réunir, de rassembler ceux qui font des décors, puis qui, comme moi, les jettent dans un container à la fin du show, comme on a fait pendant très longtemps. Parce que les pauvres compagnies de théâtre, on n'avait juste pas les moyens même de se payer l'entreposage de nos décors. Exact. Et c'était ridicule. Ça nous fendait le cœur. Avant même d'être pour des raisons écologiques, c'est pour des raisons économiques. On se disait, mon Dieu, on a travaillé on a fait tout ce travail-là, puis on va scraper le... Mais donc il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a plein de choses qui sont en train de changer dans la façon de faire des décors au théâtre, dans la façon de... Le transport va se révolutionner. Oui. La révolution, elle est en cours, puis ça va aller plus vite qu'on pense. C'est-à-dire que dans 10 ans, on ne sera pas du tout dans le même modèle, mais il reste que les forces conservatrices qui veulent que mon frère vient de s'acheter le plus gros Ford 150. Il n'a pas pris un Lightning. J'avais envie de dire, je vais te le payer. Je vais te le payer, le Lightning. Je te l'aurais payé, le F-150 électrique. Ce que je veux dire, c'est que malgré toute l'éveil de nos consciences, les comportements qui ne sont pas toujours les bons, ils perdurent. Ouais. Et, par exemple, on sait là, que l'industrie pétrolière, comme l'industrie de la cigarette l'a fait pendant une génération, sont en train de nous faire croire que, pour toutes sortes de raisons, les chars électriques, c'est pas une bonne idée. Puis que... Donc, on a affaire à des ennemis extrêmement puissants. Avec beaucoup de compagnies de communication qui nous passent des bons messages. C'est ça. Et moi, quand l'industrie gazière, parce qu'elle fait partie là, du monde fabuleux des hydrocarbures, je savais qu'on avait affaire à des ennemis très puissants. Et à force de se rassembler, à force de conviction, moi, je me suis défoncé là, jusqu'au burn-out. Je dirais, avec d'autres, là, on a stoppé une industrie toute puissante qui avait l'aval du gouvernement. Et qui a stoppé ça? C'est une bande de citoyens qui avaient a priori rien à voir ensemble, mais on s'est indignés, on s'est rassemblés en disant non, nous, on ne veut pas manger de ce pain-là. Et pour moi, ça a été une formidable leçon, ce qui m'a amené quelques années plus tard à m'impliquer dans
dans le projet d'invasion pétrolière d'Anticosti. Puis j'ai produit un film qui a eu une incidence, qui a eu une influence sur le fait que le projet a été stoppé. Ça va mieux qu'on pense, Dominique. Mais malheureusement, tu en as payé un bout de ta santé, malheureusement. Puis moi, je suis très sensible à la santé mentale et je trouve ça très... Non, mais pour vrai, moi-même, j'ai vécu des situations comme ça j'appelle de Don Quichotte extrême, là. J'en ai vécu. Fait que je connecte avec toi. Mais en même temps, si tu n'avais pas été là puis que les autres n'avaient pas été là, ben il y aurait peut-être du gaz de schiste partout. C'est sûr. C'est indéniable. Moi, je trouve que juste ça va mieux qu'on pense. Juste ce bout-là. Ça va mieux qu'on pense, mais il reste que la situation depuis, en ce qui me concerne, moi, je me suis beaucoup impliqué là, pendant presque 15 ans. Depuis 2010, assurément, là, dans la saga du gaz de schiste, ça a été 4 grosses années où j'ai mis en jachère une partie de mon travail de création artistique parce que c'était plus important pour moi de gagner cette bataille-là. Ensuite, le film sur Anticosti. Après ça, de plus ou moins indirectement, j'ai participé à tous les grands projets d'énergie mortifère qui ont été avancés au Québec depuis des années. Les citoyens ont réussi à les empêcher. Rabaska, le projet de port méthanier à Kakuna, Énergie Est, le pipeline d'Énergie Est, le projet de GNL Québec, le projet du gaz de schiste, le projet d'Anticosti. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent « Ouais, mais les écologistes, ils bloquent l'évolution ». Qu'est-ce qu'on dit à eux? Ben, on les laisse parler. Je veux dire, ils ont des créneaux, ils ont des porte-voix. Moi, j'ai pas de doute sur la valeur de... Tu sais, le serment d'Hippocrate, là, les médecins, c'est d'abord ne pas nuire. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que l'utilisation des énergies fossiles nuit au monde dans lequel on vit. Alors, oui, c'est merveilleux de pouvoir embarquer dans son char puis de pouvoir s'en aller jusqu'en Californie demain matin, ça nous tente. C'est beau, cette liberté-là. Puis pendant un certain temps, ça nous a grisé. Oui. Mais là, on est dans l'éveil de... Il y a une part d'ombre dans ce comportement-là qui, a priori, était un synonyme de liberté. Il y a un coût à tout ça. Il y a un coût, mais on ne le connaît pas. Et donc, je pense que là, malheureusement, c'est que l'éveil des consciences ne suffit pas. Et que moi, à un moment donné, je dis, tu sais, je ramène ça au plancher des vaches, là, parce que moi, je rêve des shows, mais j'aime ça, des shows que le monde aime. Donc, à un moment donné, là, j'aime ça que ça se passe pour vrai. Puis souvent, je dis, ça prend des stops au coin des rues. Parce que si on s'attend à ce que l'éveil des consciences de chaque conducteur automobile fasse en sorte qu'à chaque croisée des chemins, on s'arrête, qu'on regarde des deux côtés pour être bien sûr qu'il n'y aura pas d'accident, s'il n'y a pas de stop, il va y avoir des accidents. Il va y avoir plus d'accidents. Donc, ça prend le courage de mettre des stops. Puis oui, un stop, c'est un frein à la liberté parce que tu ne peux pas aller où tu veux, quand il y a un stop au coin de la rue. Mais c'est une façon aussi de respecter le monde dans lequel tu vis. Mais c'est justement ça. Je pense que tu parles de notion de respect. Tu parlais de communauté au départ aussi, puis toute la notion holistique. Tu dis que c'est des stops, comme ça devient des limites, mais ça devient juste du gros bon sens. Ça devient du gros bon sens, mais malheureusement, on n'est pas capable politiquement de se donner des gouvernements d'envergure qui vont avoir le courage de mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre. Et la filière des batteries, c'est le meilleur exemple. A priori, on se dit, c'est super les batteries. Ouais. Mais si les batteries correspondent aussi à un saccage de la biodiversité. La biodiversité. Là, c'est quoi les mines de lithium? C'est quoi l'impact de l'exploitation minière, de l'extraction minière en Abitibi ou ailleurs? Richard Desjardins et Henri Jacob ont fait une sortie la semaine dernière là-dessus. C'est quoi l'impact sur les milieux humides? C'est quoi l'impact sur la démocratie d'un gouvernement qui dit, normalement, il y a des audiences publiques pour des projets qui vont créer 40 000 tonnes de déchets par année? Ils ont, en catimini, changé la loi pour l'amener à 60 000 parce qu'ils savaient qu'il y a un projet qui était à 50 000 tonnes de déchets par année qui s'en venait. C'est odieux. C'est faire une insulte à mon intelligence. Et moi, là, j'en parle, je suis au micro, mais en général, je suis plus là. Mais normalement, là, ces dernières années, j'aurais fait la tournée des médias, j'aurais rameuté tout le monde dans la communauté artistique. Il y a des gens qui ont essayé, mais en ce moment... Et il y a beaucoup de gens qui rêvent à cette filière de batterie-là, puis ça nous a été vendu. Mais moi, je veux juste mais c'est positif, les batteries. C'est juste que quand je parle de vision holistique, c'est que on a besoin d'être gouverné par un peu plus de sagesse qui va nous dire que la croissance économique, c'est pas tout.
Puis la transition énergétique, si tu électrifies ton bulldozer puis tu bulldozes quand même la forêt, même si tu le fais avec un bulldozer électrique, tu n'as pas gagné grand-chose. Et donc, cette vision sage-là, Fitzgibbon et Legault sont très loin de l'avoir. Et malheureusement, j'entends pas pour l'instant dans le paysage politique de propositions alternatives qui me satisfassent ni des libéraux, ni du Parti québécois. Et QS, si on peut dire qu'ils sont plus avancés dans l'éveil de la conscience, dans la mise en œuvre de ces vœux pieux-là, ils sont très loin parce qu'ils en ont contre l'esprit d'entreprise, la liberté d'entreprise. Puis c'est ça qui est triste, c'est la polarisation. Et donc, je me dis, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, tu comprends pourquoi Christine Beaulieu se sent obligée à un moment donné de dire, mais je vais faire un show là-dessus. Je vais amener sur la place publique des questions puis une volonté de sagesse que j'entends pas dans le paysage politique. Fait que... Et c'est sûr que, tu parlais tantôt de santé mentale. Moi, j'ai constaté que j'ai fait une sorte de burn-out du militant, puis que la pandémie, en quelque sorte, m'a sauvé du train fou dans lequel je m'étais moi-même embarqué en lançant le pacte, parce que j'avais décidé de répondre à l'appel, mais j'étais animé d'une colère telle qui était en train de miner... Moi, j'étais un enthousiaste né. OK? J'étais un homme joyeux. Mais j'ai du un fun dans la vie. rassembleur. Moi, ce que je connais et là, de toi, j'avais c'est perdu, que t'es un rassembleur. J'étais un rassembleur, mais là, j'avais perdu, à cause de trop de colère, probablement, trop d'indignation, j'avais perdu ma joie de vivre. Elle a été atteinte. Et là, ça fait quelques années quand même, j'en suis pas remis encore. C'est-à-dire que j'ai le tissu là, qui a été atteint. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais là? Je jardine. Je jardine une forêt, je jardine un potager, je me consacre à mes petits-enfants. La vie m'a donné ce grand cadeau-là. Donc, j'essaie et j'en... Tu sais, on dit souvent chez les... C'est quoi la signification du bonheur pour quelqu'un de 20 ans? C'est de devenir riche et célèbre. Je vais être heureux si je deviens riche et célèbre. Et moi, j'ai participé à ça. C'est-à-dire que j'ai voulu, jeune... faire mon travail, puis gagner ma vie, bien gagner ma vie avec mon travail, puis être reconnu, puis pouvoir m'exprimer comme artiste. Puis je dis pas que je l'ai totalement accompli, mais il y a cette part-là en Dominique, moi... Dominique, t'as fait un show sur l'œuvre des Beatles. Je m'excuse, je sais pas où tu peux aller de plus. Là. C'est quand même top. Là. Donc, cette part-là en moi, c'est en partie accomplie, hein, disons-le. Est-ce que, par ailleurs... Alors, qu'est-ce que je dois faire pour toucher au bonheur ou donner un sens à ma vie? Et je pense... Donc, moi, je suis dans ces questions-là ces jours-ci et honnêtement, je pense que c'est la question fondamentale qui est à la source de la crise qu'on vit présentement. C'est qu'on a perdu le sens de notre rapport à la vie, le sens de notre rapport à la nature. Et les solutions à cette perte-là, elles ne sont pas techniques, elles ne sont pas technologiques. Les solutions, elles sont... peut-être de l'ordre de ce que l'art peut nous apporter, la réflexion individuelle, la solidarité, le sens de la communauté. Donc, il y a des choses qu'on doit retrouver dans des gestes fondamentaux. Et c'est sûr que pour moi, de me mettre sous l'influence de 2 jeunes enfants qui apprennent à marcher, qui apprennent à parler, l'année passée, j'ai parti 200 plants dans mon potager. Je mange encore mes légumes aujourd'hui. On est au mois de janvier. Là. Je mange encore les légumes dont j'ai parti les plants il y a 1 an. J'ai planté à peu près 500 arbres l'année dernière, dont une forêt... Je pars une forêt nourricière. Et je me rappelais Don Quichotte parce qu'au moment où je plante 200 arbres fruitiers, les forêts sont en feu partout au pays autour de moi. Puis je vois tout l'absurde du geste que je suis en train de poser. Et pourtant, je me dis... Là, je fais ce que j'ai à faire. Là, j'étais à la bonne place quand même, malgré tout. Puis je sais que c'est peut-être un peu, je ne veux pas dire stupide, mais vain. Mais donc, on doit aussi retrouver le sens de la vie. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça dans des gestes concrets qui vont me mettre dans une relation plus harmonieuse avec le monde dans lequel je vis. Mais justement, tu dis que c'est absurde parce que ça brûle partout autour de nous pendant que toi, tu plantes des arbres. Mais c'est pas ça, la vie. L'absurdité. Les deux existent. C'est sûr. Il y a une de mes amies un moment donné qui m'avait parlé de ça parce que je disais, je peux pas être ça, puis ça. Faut que je choisisse. Sinon, c'est contradictoire. Puis elle m'a juste dit, pourquoi tu serais pas les deux? Pourquoi? C'est ça la vie, au fond, tu sais. Puis la sagesse,
se crée quand tu réalises... La sagesse arrive quand tu réalises que, justement, tu peux avoir un peu des deux. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi la force du duo qu'on a, c'est que j'ai des opinions, il y a des opinions, mais dans le respect et dans l'écoute, on est capable de se les partager puis faire comme, OK, on est différents, qu'est-ce qu'on est capable de bâtir ensemble quand même? Puis c'est là où, je pense, les politiciens, c'est là où ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas de Mais sens... il va falloir que ça marche. Puis ça va finir par s'imposer. Ça, moi, j'ai pas de doute là-dessus. Ça a été pour moi la grande leçon de la pandémie, c'est que quand les scientifiques du GIEC mettent le rapport sur la table, ils sortent de leur réserve de scientifiques, là, puis ils disent une chose. Ils disent, il va falloir procéder à un changement radical dans nos façons de faire pour réduire de moitié d'ici 2030 nos émissions de gaz à effet de serre. Essentiellement, c'est ce qu'ils disent. Donc, ils en appellent à un changement radical. On n'a pas opéré ce changement radical. On n'est pas en train de l'opérer. Quand le virus de la COVID débarque, là, moi, je crois rêver parce que je faisais rire de moi en disant, il faudrait moins voyager. Il faudrait avoir des quotas sur nos... On ne peut pas prendre l'avion et... J'ai pris l'avion des centaines de fois dans ma vie. Puis à un moment donné, je me disais, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. À user de ce privilège-là, puis à faire payer le 80 de l'humanité n'a pas les moyens de prendre l'avion. Puis moi, je vais pas m'empêcher de vivre toute ma liberté puis d'aller faire le tour du monde 4 fois si ça me tente. Ça n'a pas de bon sens. Et l'éveil de nos consciences, auquel j'en appelle, moi, quand, tu sais, on a le siège social de l'aviation internationale, à un moment donné, il y a un congrès, j'essaie d'alerter les médias autour de l'importance de revoir notre comportement à l'égard de l'avion. Et là, je me fais tomber dessus, mais royalement, et je me défends. Le virus invisible a réussi à clouer au sol les avions. Pas tous les avions. Ça fait partie il y avait des jets qui roulaient encore. Les jets privés roulaient encore et ils vont continuer de rouler. Donc, on s'en va aussi dans un monde où... Ça, c'est plus polluant qu'un avion de ligne. Et donc, on a eu un virus invisible qui a réussi à nous faire procéder, malgré nous, aux changements radicaux nécessaires pour faire en sorte que on puisse passer à travers la crise. C'est à ça qu'on est convié dans la crise climatique ou dans la crise de l'effondrement de la vie sur Terre. Et ce qui va se produire, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, mon espoir aujourd'hui, si on veut parler des choses qui peuvent aller bien, là, c'est que la nature est souveraine. Puis la nature va nous rider. La nature va nous imposer ce que nos consciences n'arrivent pas à faire. Le problème qui va se poser, c'est que quand la nature va le faire, il va y avoir beaucoup de souffrance. Et ceux qui ont des jets privés vont arriver momentanément à se soustraire de cette souffrance-là pendant que des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes, vont souffrir. Et ça, on s'en va là. Je ne suis pas en train d'en appeler à la fin du monde, là. Les scénarios scientifiques avisés là, par milliers nous disent que l'effondrement dont on est les contemporains, là, il va continuer de s'aggraver. J'ai donné peut-être 200 conférences après le lancement du pacte et je commençais chacune de mes conférences en demandant au public à qui je m'adressais qui pensait que les choses allaient s'améliorer dans les 10 prochaines années, mais qui pensait que les choses allaient se détériorer. Et le grand consensus, la très grande majorité des gens sont d'accord sur le fait que ça va s'empirer, que la situation est en train de s'empirer. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se donner confiance en nous-mêmes à un point tel qu'on va être capable d'inverser cette vapeur-là parce que c'est un phénomène nouveau. Il y a une génération, les gens pensaient que leur condition était meilleure que celle de leurs parents. Oui, et ça a duré. Les ressources étaient infinies, en plus. Que les ressources étaient infinies, que le progrès était significatif de mieux-être. Alors que là, on questionne même le progrès. On dit, il y a une part d'ombre et néfaste de mal-être que le progrès génère. Donc, il faut aussi questionner notre rapport au progrès. Mais en même temps, on a évolué. Tu sais, je veux dire, on mourait du scorbut à 40. Tu sais, je veux dire, on a quand même évolué sur certaines choses au niveau de la science. Là, c'est sûr qu'au niveau de l'environnement, on l'a vu là, avec la COVID, on l'a vu en 23, tous les feux de forêt, les inondations, les températures records. On le sait là, que la planète est en train de nous envoyer plus qu'un warning. Et ça se joue maintenant. Là. C'est maintenant que ça se joue.
je me souviens, j'avais une conversation avec Rémi Quirion, qui est le scientifique en chef du Québec. Tu sais, il y a un homme au Québec qui est le scientifique en chef. Et quand il y a eu les inondations en 2017, il ne pouvait pas faire l'équation entre le réchauffement climatique et ces inondations-là en disant c'est un phénomène qui arrive une fois ou 100 ans. 2 ans plus tard, on a des inondations aussi importantes. Et là, il dit force est d'admettre. Puis je me souviens de François Legault avec ses bottes de bœuf, là, ses bottes de caoutchouc, en pleine inondation, qui dit bien, on a un problème avec le réchauffement climatique. Qui l'a obligé à admettre ce que politiquement il était incapable d'admettre? La nature. C'est l'eau qui monte à un moment donné, qui fait garde. Là, tu ne peux plus être dans le déni. Le climato-scepticisme que tu as nourri parce qu'il compromet la sacro-sainte croissance dans laquelle tu veux t'investir. Économique d'être meilleur que l'Ontario, là, toujours. C'est ça. Alors, le grand projet de société de François Legault, c'est qu'on arrive à être aussi riche que les Ontariens. Oui, c'est tout un beau projet de société. Oui. Alors que moi, je pense qu'au Québec, quand je dis qu'on est bien doté, là, si on faisait appel au meilleur de nous-mêmes, à notre esprit coopératif, à cet ADN du coureur des bois, ces amants de la nature-là, il y a 2 générations, on était toutes des pauvres. Fait que le partage de la richesse, on a connu ça. Se mettre ensemble pour se donner des corvées, pour s'entraider. On est les meilleurs en Amérique du Nord pour l'esprit coopératif. Mais c'est pas à ça qu'on fait appel présentement. Et dans la COVID, on a fait appel à ça. C'est vrai. C'est revenu, ça. On s'est entraidé comme jamais. On dit que les Londoniens étaient solidaires comme jamais pendant que Hitler bombardait les rues de Londres. Donc, il y a, là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Puis, il faut espérer que ce qui sauve va prendre le dessus. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun doute, puis là, je n'amènerai pas de statistiques, mais il n'y a aucun doute à mes yeux que la dégradation va beaucoup plus vite que les progrès. Et même si on est que ce qu'on pense. Même, j'ai l'impression qu'on imagine qu'on n'arrivera pas à tant de degrés ou on va y arriver dans tant de temps, mais peut-être que ça s'active plus vite aussi. C'est sûr que ça s'active plus vite. Okay. Pour moi, c'était un moment déterminant, assez déprimant, là. J'ai eu le privilège, le bonheur de passer quelques jours dans l'intimité avec Greta Thunberg alors quand elle est venue à Montréal. Ça t'a-tu fait du bien, Dominique? Elle débarquait de New York et à New York, les Nations unies convoquent l'ensemble des gouvernements pour se mettre en mode solution. Ouais. Et ce sommet-là, c'est le sommet du « How dare you » de Greta Thunberg. Ça n'a pas été le sommet des solutions. Et elle débarque chez nous, OK? Elle est dans la Tesla de Schwarzenegger, puis elle débarque chez nous. Et là, moi, on parle de tout ça. Là, les médias ici tout le monde veut l'avoir, évidemment. Et moi, je vois dans quel état elle est. Puis je fais, OK, regarde, là, on va aller marcher, il va faire beau. J'ai essayé de la protéger, disons, de la tempête médiatique qui l'attendait ici. Et en la côtoyant, je voyais à quel point ce que les scientifiques venaient de lui communiquer à New York en lui disant les pires scénarios qu'on envisage sont ceux qui s'avèrent. Et on le dit 1 an après le rapport du GIEC. Donc, ceux qui monitorent l'état de la planète, pas juste l'état du climat, parce que je pense qu'un des problèmes qu'on a présentement, c'est qu'on a beaucoup focusé sur la question climatique, mais en réalité, la question de la crise de la vie sur Terre, elle inclut le climat et elle est beaucoup plus grande. C'est un élément. C'est ça. Tu l'as dit tantôt, le climat, c'est social. Exact. Et donc, Greta, elle se demande, elle est déprimée parce qu'elle voit que le budget carbone, par exemple, il est en train de fondre comme neige au soleil. Donc, elle voit que le processus de dégénérescence, il s'accélère. Et là, elle se demande encore, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Elle, là, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Et là, elle flirte avec des idées de désobéissance civile à ce moment-là. Ce qu'elle a mis en œuvre, là, elle a été arrêtée en Allemagne il n'y a pas très longtemps pour dénoncer un projet minier. Mais en même temps, le Canada pousse cette taxe du carbone, par exemple. Donc, on ne peut pas dire que Stephen Guilbeault ne fait rien. Il essaie. Je pense qu'il fait tout ce qu'il peut. Il fait tout ce qu'il peut. Mais il y a un plafond. Il est très encadré. On vit dans une pétromonarchie. Stephen Guilbeault, sa limite, c'est les intérêts pétroliers. Et on le voit dans les décisions qu'il ne peut pas prendre. Ouais. Stephen, là, il va aller le plus loin qu'il peut. Il y a du monde dans le mouvement écologiste pour le critiquer, mais moi, je n'ai pas de doute sur sa bonne foi, sa bonne volonté, même s'il n'est pas parfait. Il fait ce qu'il peut, puis on a probablement le meilleur ministre de l'Environnement qu'on a jamais eu dans l'histoire du Canada. Il n'y a pas de doute. Au Québec? Actuellement, en tout cas, on disait que
Marcel Léger, qui était le premier ministre de l'Environnement, disait le ministère de l'Environnement va être le chien de garde des projets pour l'intérêt public, des projets industriels. C'est ça que ça devait être. Là, le ministère de l'Environnement, c'est le chien de poche, pour reprendre l'expression d'Henri Jacob ou de Richard Desjardins cette semaine, la semaine dernière. Ils portent les valises de l'industrie, puis on va pas... La preuve, c'est que si Nordvolt et le gouvernement Legault n'avaient pas peur des audiences publiques en environnement pour évaluer le projet des batteries, de la filière batterie, avec laquelle, a priori, on est bien d'accord pour se libérer ou s'éloigner du pétrole, s'ils n'en avaient pas peur, ils iraient faire un BAP. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils refusent l'état de la connaissance. Ils refusent la vérité de ce que les scientifiques et les intérêts économiques et autres peuvent amener dans une institution démocratique que beaucoup de pays nous envient. Le Bureau des audiences publiques en environnement, c'est une institution extraordinaire où tout le monde peut aller... Moi, ça a été mon université pour le gaz de schiste. J'allais participer aux audiences et j'en revenais pas de la qualité d'information et du pouvoir, de l'autorité de la démocratie dans le projet. Et là, il fallait juste en faire usage. Mais là, le gouvernement a décidé de... Au fond, le gouvernement Legault, présentement, dans le projet Nordvolt, là, je vais le dire, il est hors la loi. Pourquoi? Parce que la loi disait quelque chose. Ils ont changé la loi pour faire passer leur projet. Donc, 6 mois avant, là, il était hors la loi. Mais en même temps, peut-être qu'eux autres, ils se disent, bien, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour électrifier nos transports. C'est sûr que c'est ça qu'ils se disent. C'est peut-être la fin justifie les moyens. Mais l'électrification des transports n'est pas la panacée. La solution technique n'est pas une solution. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut se dire. Et si ça, c'est un leurre. C'est que là, l'idéologie, la croyance profonde de François Legault, la raison pour laquelle il va un jour renoncer à son idéal souverainiste, c'est la business. C'est qu'il veut que le Québec soit plus prospère, soit plus riche. Ça, c'est son credo fondamental. Il dit qu'il est là pour la santé, pour l'éducation. On le voit, là, où est sa priorité. Mais on voit des pays, là, ceux qu'on cite souvent, là, la Norvège, la Suède, tout ça, ils disent, oui, mais eux, ils ont fait un virage vers le pétrole, ils ont pris cet argent-là, puis ils ont amélioré leur environnement. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? C'est un peu moi, ce que je répondrais à ça, c'est que les Norvégiens ont quand même été capables de tirer les profits de leur exploitation pétrolière pour que ça serve à la communauté, comme on a fait avec notre hydroélectricité au Québec. Et toi, tu doutes qu'on ferait ça au Québec? Stephen Guilbeault, là, si le jour où il donne son aval à l'exploration pétrolière au large de Terre-Neuve, là, comment ça qu'il n'est pas capable d'imposer à une compagnie norvégienne? Oui. Comment ça qu'il n'est pas capable d'imposer la pratique même des Norvégiens? OK, on va prendre le risque d'aller pisser dans le ruisseau. Mais s'il y a des profits à en tirer, tout le monde va en profiter. Oui. C'est pas ça le credo. Puis Stephen, il le dit souvent, c'est pas son combat. Il va pas lutter contre le capitalisme. Mais moi, je pense que si tu ne t'attaques pas au capitalisme, tu ne règles pas le problème. Parce que le capitaliste, présentement, il est mortifère. Et si on a cru pendant longtemps que la social-démocratie, c'est-à-dire que la démocratie institutionnalisée par des institutions étatiques, puisse encadrer, endiguer les mauvaises pratiques capitalistes, là, on ne croit plus à ça. Est-ce qu'il y en a des bonnes pratiques capitalistes que des exemples que tu pourrais nommer qui pourraient nous inspirer, mettons, pour le Québec, mettons? Bien, moi, je vais me donner un exemple, OK? C'est-à-dire que moi, je suis un producteur, OK? Je suis un capitaliste, OK? Je suis j'ai été pendant des années très jaloux de ma liberté d'entreprise. Puis qu'est-ce que je faisais? J'ai créé des spectacles dont l'empreinte écologique était pas parfaite, là. On n'était pas très conscient même pendant des années du fait qu'on avait une empreinte écologique. Mais j'étais très soucieux de faire en sorte que les conditions de travail des artistes que j'engageais, que je réunissais, tendent à un certain équilibre. Pendant des années, tout le monde dans mon théâtre, incluant moi-même, était payé le même prix. Donc, il y avait des soucis. Donc, ce que je veux dire... T'avais pas de vedette avec des gros cachets. À un moment donné, il y a une vedette qui a dit « Non, moi, je ne suis pas payé le même prix. » La seule fois où c'est arrivé, dans un de mes derniers spectacles avec le théâtre, il va sans dire, mais autrement... OK, fait qu'on va googler, savoir c'est qui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas... Je ne suis pas contre le capitalisme parce que je crois dans la liberté d'entreprise. Je pense que quelqu'un qui a une bonne idée, qui a envie de faire en sorte qu'il va la faire, puis va s'empêcher de dormir pendant des nuits pour y arriver, je crois à ça. Oui, parce qu'il y a un coût à ça. Là. Il y a un coût à ça et je pense qu'il y a une grande beauté dans tout ça. Oui. Le truc, c'est que ça prend des stops au coin des rues. Et donc, il faut qu'à un moment donné, l'intérêt public prime sur la liberté de l'individu. Et là, on en fait un culte. On dit non, on ne va pas du tout brimer la liberté.
Et c'est faux. On a tout faux là-dedans. C'est pas vrai qu'on est libre si on alimente la mort de la vie. Et c'est ça que le capitalisme fait en partie. Et malheureusement, la raison pour laquelle moi je me suis indigné, c'est que j'ai senti que les partis politiques étaient inféodés à une idéologie qui allait nous faire perdre. Mais le problème, c'est peut-être juste l'humain. Tu sais, toi, tu dis, je suis un capitaliste, mais tu as voulu le bien pour ta communauté. Par tes valeurs humaines, par tes croyances, par tes valeurs. Fait que c'est peut-être pas le capitalisme le problème, c'est peut-être les humains ou certains humains. C'est-à-dire que le capitalisme est une invention de l'humanité. Hein? Donc, on peut dire qu'à priori, c'est sûr que c'est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis c'est une créature humaine. C'est sûr que le problème, il est humain, mais est-ce qu'on a confiance en l'être humain ou est-ce qu'on n'a pas confiance? Je pense que par moment, on a des bonnes raisons de ne pas avoir confiance. Ben moi, j'ai confiance majoritairement, mais des fois, je suis obligé de laisser tomber moi, cette qu'est-ce que je confiance, dis à la petite Laure qui a 15 mois aujourd'hui, puis au petit Marius qui a 8 mois? Là, quel monde je leur prépare? Est-ce que je leur fais pas confiance? Moi, j'ai envie de leur faire confiance. J'ai envie que notre humanité, dans ce cas-là, dans la part de lumière qu'elle a, elle puisse s'émanciper puis prendre un peu plus de place. Mais c'est pas dans le partage de valeurs. Moi, je trouve que c'est là où on veut mettre des stops, on veut mettre des limites. J'ai l'impression que tout est contraignant au lieu d'être une ouverture à « Hey, pourquoi on s'entraiderait pas? » C'est là où moi, ça vient me chercher parce que je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup ma liberté. Je veux pas, j'aime pas ça me faire mettre des limites. C'est peut-être générationnel aussi. Oui, assurément. Mais je trouve que quand on l'apporte d'un côté plus... Hey, regarde, ça, c'est une valeur, puis regarde tout le beau que ça crée autour de toi. Là, je suis inspirée, là, j'ai le goût de le faire. Mais un stop, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif. Si un stop au coin de la rue chez vous fait en sorte que tes enfants, quand ils vont jouer, sont plus en sécurité, puis qu'il y a moins de mortalité chez les enfants créés par des accidents de char, le stop, il est extrêmement positif. Donc, il faut être encore... C'est qu'on a fait de ce culte de la liberté et du besoin de ne pas se faire mettre de contraintes une valeur tellement importante qu'on a oublié le bienfait des limites que par moment on s'impose. Par exemple, moi, je dis souvent, moi, j'ai fait beaucoup d'argent, j'ai payé beaucoup d'impôts. OK? Et je ne suis pas toujours sûr de l'usage adéquat qu'on a fait des taxes et des impôts que j'ai payés, mais je suis fier d'avoir payé de l'impôt parce que je crois dans l'impôt. Je crois dans les taxes. Je pense que si on faisait juste appel à moi pour bien redistribuer ma richesse socialement, je ne serais pas outillé pour le faire. Ce n'est pas ma job, ce n'est pas ma compétence. Donc, je devrais, dans le contrat social, accepter le fait que je donne une part de mes revenus à la société, à des gens qui gèrent bien. Et là, je pourrais dire, le credo actuel dit le moins d'impôts possible, le moins d'État possible pour intervenir, pour faire l'usage de mes impôts, c'est le mieux possible. C'est faux. C'est pas vrai, ça. Il faut, si on veut retrouver un sens des valeurs communes, puis faire primer le bien commun et l'intérêt public sur nos intérêts individuels, on doit valoriser ce genre de geste-là qui a tellement été pourfendu. Parce que tout le monde est d'accord avec le fait qu'on paye trop d'impôts et qu'on paye trop de taxes. Mais on a beaucoup de services aussi. Ben, théoriquement, c'est ça. on en a beaucoup. Alors, théoriquement, oui. Oui, bon, alors là, il y a tout ça aussi. Fait que moi, c'est sûr que j'en ai fait des demandes de subvention, puis je me suis mesuré à la lourdeur du fonctionnariat. Puis je peux comprendre qu'à un moment donné, on développe un esprit critique face aux fonctionnaires, face aux syndicats, face à tout ce qui nous semble nous imposer une lourdeur, puis que la liberté d'entreprise agile semble tellement plus efficace. Mais elle est aussi mortifère. C'est vrai. Donc moi, j'ose espérer qu'on va être capable de plus de sagesse. Moi, je n'ai pas besoin d'un premier ministre qui va me dire que le grand projet de notre société, c'est d'augmenter la croissance. Je ne pense pas que le but de la vie, c'est de devenir plus gros. Je jardine, là, puis je sais pertinemment à un moment donné qu'un plant de tomates, il arrive à sa maturité, puis il ne peut pas croître indéfiniment. Non. Et le booster pour pouvoir avoir plus de tomates, tu vas appauvrir ton sol si tu le fais. Ils vont goûter moins bonnes. Puis ils vont goûter moins bonnes. Donc, Mais c'est quoi le projet de société dont on pourrait être fier? Lequel y a-t-il un projet qui pourrait être créé ou as-tu des idées? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on cherche. On est à la recherche de Moi, projet de je fais pas de société-là. show ces temps-ci, mais je fais une pratique de temps à autre. Je vais rencontrer chaque classe de l'école primaire au village, puis je les amène en forêt. Je leur donne un cours, un atelier
juste d'être là, dans la forêt, puis d'apprécier la nature. Mais c'est ça que tu vas léguer à tes petits-enfants. Et là, j'ai le sentiment que je fais une bonne contribution. Puis a priori, tu sais, OK, c'est pas dans le programme. Qu'est-ce qu'ils apprennent réellement à juste être dans la forêt, puis fermer les yeux, être capable... J'ai fait une expérience, là, inviter une classe de jeunes de 6 ans à 10 ans, au primaire, là, la première année à 6e année. On rentre en forêt, puis là, je dis, là, tout le monde, on se ferme les yeux, puis on écoute la forêt. Mais au départ, là, ils sont incapables de faire ça. Puis petit à petit, ils découvrent le bonheur, l'extase, l'émerveillement d'être capable d'être là, de se fermer les yeux, puis d'entendre. Puis tout à coup, il y a un oiseau, puis un autre oiseau, puis un autre oiseau. Puis au départ, les oiseaux, dans leur esprit, c'est toutes des mouettes. À un moment donné, tu dis, tiens, ça, c'est une mésange, puis ça, c'est un jet bleu, puis ça, c'est une corneille, puis ça, c'est un corbeau, puis ça, c'est un écureuil, puis ça, c'est le vent dans les feuilles. Et là, on a fait cet exercice-là tout l'automne. Là, je retourne dans la semaine prochaine, au mois de janvier, là, puis on va voir comment la nature s'est métamorphosée. Puis je vais leur raconter cette histoire qu'à un moment donné, l'hiver a surpris nos ancêtres, puis que ce qui était en jeu, c'était leur survie. Ouais. Et que la survie, elle a été liée à l'art de pouvoir être en harmonie avec la nature. Donc, là, j'ai pas de doute. Et au printemps prochain, bien, on va planter... Chaque élève va planter un arbre d'une forêt nourricière au cœur du village, en arrière de la cour d'école. Et ça, là, j'ai vraiment le sentiment que je fais la bonne chose. J'ai pas trop de doute sur la valeur de ce que je fais. Même si autour de moi, les gens, il y a du monde qui trouve ça beau, puis il y a du monde qui trouve ça un peu bizarre de faire ça, un peu comme si c'était une perte de temps. Et pour moi, c'est un geste fondamental. Est-ce qu'ils t'ont nommé ça? Est-ce que les gens t'ont dit comment? Je le sens à travers les lignes, d'une manière ou d'une autre, mais généralement, les gens sont plutôt très positifs, à commencer par les enfants. Les enfants sont enchantés, sont excités de partir, ils sortent de l'école. Le temps d'une chanson, on marche juste de l'école jusqu'à une forêt, puis là, on passe 1 heure en forêt par classe. Là. Et moi, pour moi, c'est un apprentissage extraordinaire de ce qui est fondamental. C'est-à-dire que le but dans la vie, c'est pas de croître. Le but, c'est d'être en harmonie avec soi-même, avec le monde qui nous entoure, incluant la nature. Donc, cet apprivoisement-là, cette redécouverte de l'harmonie, puis je pense pas qu'on était beaucoup mieux avant la révolution industrielle. Je crois pas tout à fait au mythe du bon sauvage. Je pense qu'on a extrêmement évolué puis on est rendu dans une complexité très raffinée à laquelle je suis heureux de participer, mais je vois qu'il y a un côté néfaste tellement fort dont on est les contemporains. C'est-à-dire que j'ai aucun reproche à faire à mon grand-père ou à mon père, mais là, c'est maintenant que ça se passe. On est les contemporains d'une grande inquiétude dont on doit s'occuper. Alors, c'est sûr que je vais me méfier du fait qu'on peut se dire, bien, oui, il faut être positif, il ne faut pas être négatif. Moi, je pense qu'il faut à la fois préserver sa joie, sa capacité de s'émerveiller, de communier à la beauté des choses, à la beauté des gens, mais aussi, il faut regarder les choses en face. Et s'indigner quand c'est le temps. S'indigner, puis se dire, bien, ça, il faut moins faire ça. Là, on a une désintoxication à se faire dans notre usage du pétrole. Puis on sait que notre usage du pétrole, bien, c'est pas juste les chars, c'est aussi le stylo, le téléphone, l'ordinateur, c'est tout ce qui nous entoure. Puis on sait que cet usage-là met à mal le monde dans lequel on vit. C'est pas des blagues, mais il y a très peu d'hirondelles. On la voit à l'œil nu. Moi, quand j'étais jeune, il mouillait jamais au mois de janvier. Là, il pleut tout le temps au mois de janvier. On n'a même plus besoin des études des scientifiques. Là. On le voit. On le voit pour vrai. Alors, quand on se plonge dans les études, on voit autre chose. C'est-à-dire que ça donne un vertige encore plus grand parce que ceux dont c'est le métier d'étudier le comportement de la nature, ils voient à quel point ça change vite, puis ça ne change pas pour le mieux. C'est pas la qualité de la nature n'est pas en train de s'améliorer présentement. Donc, il faut arrêter ce train-là. Comment on le fait? On est très rapidement mis dans des trains où on nous demande de performer. Les jeunes, là, sont aux prises avec des problèmes d'angoisse, d'anxiété de performance. Ben oui. Puis à un jeune âge, là, à 7-8 ans. 7-8 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui les amène? C'est quoi les valeurs qui fait que c'est les valeurs de, ben oui, c'est important de faire un gros salaire, c'est important de croître, c'est important d'avoir une grosse job, c'est important le PIB. Est-ce que tu crois, excuse-moi, je te coupe dans ton élan, mais je suis curieuse de savoir,
crois-tu que de par le succès que tu as eu, maintenant tu es en mesure de dire ça parce que tu l'as vécu, versus quelqu'un qui est encore dans le struggle, dans le challenge pour se rendre là, qui est comme, non, moi, c'est là, je m'en vais, puis tassez-vous, tu sais. Moi, j'ai beaucoup de respect, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect, oui, pour ceux qui n'ont pas le privilège que j'ai eu, OK? Puis c'est sûr que c'est une réflexion que j'ai dû faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, même dans ma gang, tu sais, moi, les artistes, tous des pauvres, là, autour de moi, là, mes amis, là, règle générale, les gens de théâtre, bon, puis, tu sais, j'ai eu... Mais t'en as des plus riches que toi. Moi, ma rencontre avec Yvon Deschamps a été extraordinaire. Tu sais, moi, je rencontre Yvon Deschamps au moment où l'industrie gazière débarque chez nous, puis je lui demande conseil, tu sais, puis Yvon, il dit, ben moi, j'ai dit oui. Quand on me demandait service, j'ai dit oui. Parce que je voulais rester un gars de la gang. Puis moi, ben j'ai commencé à mettre ça en pratique, alors que pendant des années, j'avais toujours la belle réponse, j'ai pas le temps. Ouais. Je travaille tellement, j'ai des enfants, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'être un citoyen. Et là, Yvon me dit, ben moi, quand on me demandait, il donne ça comme cue, il me dit, ben dis oui, t'as juste à dire oui. J'ai dit oui pendant des années. À un moment donné, je fais, OK, là, j'ai trop dit oui. À un moment donné, je perds aussi mon équilibre puis ma joie d'être au service. Ça te brûlait aussi. Moi, je suis en rédemption, si ça se trouve, depuis mon retour de Las Vegas. Je sens que j'ai profité d'une situation où le capitalisme triomphant m'a extrêmement bien servi. Tu sais, moi, j'ai connu l'apogée dans ma carrière au niveau de la gloire et des revenus financiers d'une ville que j'aborde, tu sais, qui est une... Moi, je traversais, là, quand j'allais travailler de la maison où j'habitais au casino où je montais le spectacle, je pense que je traversais 6 terrains de golf en plein milieu du désert qui vidaient les nappes phréatiques pendant la nuit pour arroser les golfeurs. Puis moi, je dis, non, les terrains de golf, ça n'a pas de sens. C'est des pratiques, ça n'a pas de sens. Donc, moi, quand tout a arrêté avec la pandémie, puis que le cirque a fait faillite, là, puis que Vegas était fermé, je me disais, il faut que ça tombe. C'est ça qui est le mieux. Moi, j'ai été 5 ans sans aller à Las Vegas, malgré le fait que j'avais des spectacles là, parce que je me disais, je ne vais plus participer à ça. En même temps, je le prenais, mon chèque. Je n'ai pas renoncé à mon chèque. Mais je suis retourné à Vegas l'an dernier, et puis j'ai vu que le champignon continuait de grossir, c'est-à-dire que cette dégénérescence du monde-là, elle profite à du monde, à des intérêts très puissants, qui sont de plus en plus puissants, et on en voit très concrètement l'incarnation à Vegas. Mais ne crois-tu pas que la conscience, justement, que tu disais, qui était un peu le but de la vie, dans le fond, d'être plus conscient, d'être plus en harmonie avec la nature, versus, il y a plusieurs années, on a comme fait une grosse évolution dans la conscience de tout ça, de cette harmonie-là, de la conscience de soi, la conscience des choses qui se passent autour de nous. Moi, personnellement, je vois une différence énorme avec mes grands-parents, mes parents. Fait que moi, je la vois, l'évolution. J'ai l'impression que tout ce que tu nommes, ça va mieux qu'on pense. Réellement. Ouais, on brûlait les déchets il y a 30 ans, là. Bien, il y a 2 choses là, auxquelles je voudrais réagir. C'est que moi, j'en appelle pas à la conscience. Moi, j'en appelle à l'harmonie. J'en appelle à la joie. Spinoza, dans sa grande étude sur l'éthique, finit par dire « Mener une vie morale, une vie éthique, se résume à 2 choses. Bien faire et se tenir en joie. » Ah, c'est beau. Et moi, j'aimerais ça que ça soit en tête du programme politique de tous ceux qui prétendent avoir mon vote à la prochaine élection. Qu'on fasse bien et qu'on se tienne en joie. Comment on se tient en joie? Il y a plein de vies à moissonner. La vie est belle. C'est beau, la vie. C'est beau, la vie. C'est beau à plusieurs égards. Combien on se tient en joie? L'amour va nous tenir en joie. Les enfants vont nous tenir en joie. La fréquentation de la nature va nous tenir en joie. L'art, une toune, un paysage. Des occasions de se mettre en joie, là, il y en a à la tonne. Mais l'angoisse de vivre dans ce monde-là vient compromettre notre joie. Et moi, j'ai été un homme assez joyeux toute ma vie jusqu'au lancement du pacte. Au pacte, là, malgré moi, j'ai découvert que ma colère et le courage que je m'obligeais à avoir parce que ma conscience me dictait, là, a compromis ma joie. Alors, je pense que la raison qui a mis au point cette technique avec nos mains, qui a été très puissante, a aussi ses limites et qu'il y a une part de déraison. Il faut aussi... C'est pas juste la conscience, c'est aussi l'inconscience. Il y a un moment où
dans nos rapports à la nature, ça ne peut pas être strictement la raison raisonnante qui domine l'ensemble de nos comportements. Ce n'est pas strictement la conscience. On est aussi des corps, puis tout à coup, on fait l'amour, là, puis on est heureux, on est bien. Puis c'est pas la raison qui domine notre comportement à ce Non, moment-là. c'est vrai. Donc, vrai. À ce moment-là, c'est vrai. mais je le donne comme exemple parce que c'est une évidence. Mais oui. OK? Oui, oui. Quand on mange, goûter tout à coup. Ouais. Donc, il y a une part de l'existence où tout à coup, combien tu gagnes, jusqu'à quel point tu es valorisé, jusqu'à quel point tu performes socialement, jusqu'à quel point tu es valorisé économiquement, ça a une limite. Et moi, je peux dire que j'ai touché à ça parce que je suis allé assez loin. On m'a beaucoup valorisé. Moi, je suis revenu de Vegas, je suis nommé personnalité de l'année. Je suis l'excellent de l'année. Tu sais, je suis la saveur du mois. Oui, Je suis pas dupe, tu sais, je le sais, tu sais, que je dois tout ça à Ringo, puis à Yoko, puis à Paul et à Olivia ou à George Harrison. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai touché, j'ai goûté, je suis allé au bar. J'ai voyagé dans des jets privés, j'ai fait des croisières sur le bateau d'Onassis. J'ai goûté à ça. Et je sais que c'est pas si important que ça. C'est même pas très... Parce que mais tu comprends, toi, tu y as goûté. Bien sûr. Tu es capable de bien dire sûr. ça. Mais il y a du monde, c'est leur quête. Bien sûr. T'sais? Mais ça, c'est un leurre. C'est un leurre. Puis je le sais. C'est bien que tu le dises parce que tu reviens de là, mais tu comprends qu'il y a beaucoup de monde qui vont nous C'est écouter sûr. en ce moment, ils vont dire moi, quand je vais le faire, ça va être... Et moi, j'étais très content d'être invité à ces banquets-là, Oui. puis d'y participer, puis de boire des grands vins. De puis serrer la main à Paul McCartney, je veux dire, il n'y en a pas tant que ça. Oui, même de travailler avec lui, tu sais, d'être Oui. à l'œuvre avec lui, Oui. c'était très, très grisant. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ça veut dire que ça a plus ou moins rapport avec l'argent, ça a rapport peut-être avec la gloire, mais c'est momentané où, à un moment donné, quand tu te mets à travailler avec un artiste qui a du talent, tu es juste dans le plaisir de créer. Puis il y a Oui, mais beaucoup tu d'autres te questions rappelles qui quand tombent. même le TQT, que Bien tu sûr. étais arrivé Bien sûr. au TNM au début, que tu étais un gars de la marge, puis là, tu étais avec Paul McCartney, puis avec toute cette gang-là, puis que tu as les bandes maîtresses, puis que tu jases de trucs qui font partie de l'histoire. C'était bien agréable. Oui, c'est ça sûr, devait être une c'est belle sûr. ride. mais donc, ça veut donc dire qu'il faut être capable aussi de valoriser des parts de la vie. Et je pense que ça émerge présentement. C'est-à-dire que je pense qu'on sait que l'apothéose que la civilisation occidentale est en train d'atteindre ou a atteint a ses limites aussi et qu'il y a une part d'ombre mortifère, hein, néfaste, qui dégénère, qui compromet. Là, c'est pas juste ma vie à moi qui est compromise. C'est l'ensemble de la vie sur Terre. Puis c'est sûr, tu sais, par moments, je me dis, on sait qu'un jour, le soleil va s'éteindre. Et s'il annonçait ça aux nouvelles que c'est dans 2 jours que ça va se passer, bien, il faudrait avoir l'attitude de pouvoir continuer de vivre dignement, amoureusement, jusqu'au bout. J'ai vu ma mère mourir dans la COVID dans des conditions terribles, puis je l'ai vue conserver son sourire le plus longtemps qu'elle a pu, puis j'ai eu une grande leçon de vie. Et fait que, bon, tu sais, je ne veux pas sonner comme un curé, mais c'est sûr que, tu sais, je crache pas sur le succès, je crache pas sur l'accomplissement, sur le progrès, puis je crois que les batteries ont quelque chose de bien, mais je souhaiterais que ceux dont c'est la responsabilité d'assurer la défense du bien commun, la défense de l'intérêt public, la défense du bien-être collectif, ne nous leurre pas en disant « parce qu'on va tout mettre ça, toute notre énergie dans des batteries, tout est parfait ». C'est un leurre, c'est faux. Ça risque même de faire perdurer, de prolonger l'entreprise de dégénération, de dégradation du monde dans lequel on est. Fait que c'est pas en dégradant le monde de façon carboneutre qu'on va gagner le combat. Et là, on est en train de se dire, on va être carboneutre en 2050. D'une part, c'est facile de le dire. Là. On va pas... Puis être carboneutre, come on! On va être carboneutre, mais il n'y aura plus un oiseau. Ils vont tous être carboneutres, mais... Alors, mais je trouve ça beau ce que tu dis, par exemple, parce que je trouve que, encore une fois, il y a beaucoup de contradictions, puis c'est comme si les choses ne peuvent pas vivre ensemble, mais je trouve ça le fun de pouvoir t'entendre, particulièrement toi, avec tout ton bagage et ton expérience, puis comment t'as milité pour la cause environnementale,
de pouvoir dire, c'est un projet qui fait du sens, il faut juste bien le faire. Et c'est pas ça qu'on est en train de faire, malheureusement. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est... Mais il n'est pas trop tard, là, la pépine s'en vient. Là, OK, mais moi, ce que je sais, là, c'est que si je m'y mets, OK, je pourrais m'y mettre demain, là, puis là, rapailler... Qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire, là? C'est que je sais que le lendemain, ma joie, ma tentative de reconquérir mon espace de joie, là, est compromis par ça. Puis là, pour l'instant, j'essaye de me convaincre en me disant, mais t'as donné. Tu sais, longtemps, je disais, Diane Dufresne disait, il faut qu'il y en ait une qui le fasse. Bien là, c'est moi qui le fais, OK? Moi, je me suis sacrifié quand même. Toi, tu l'as fait. J'avais des shows à faire. Moi, j'aurais pu continuer à rouler au cirque puis à rouler sur bien des gros shows. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'être un militant. Peut-être parce que je me sentais coupable d'avoir fait tous ces beaux grands shows-là. Bien, tant mieux, parce que ça a aidé. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté? Mais pas nécessairement en argent, on peut en parler en argent, là, mais qu'est-ce que tu trouves que tu as investi dans le pacte? Parce que je t'entends beaucoup quand tu parles du pacte, tu dis que j'étais moins heureux, j'avais perdu ma joie. Fait que j'interprète que ça te faisait pas, tu ressentais pas du plaisir dans ça, mais il y avait de la colère qui montait. Je pense qu'il fallait que quelqu'un se choque, il fallait que quelqu'un soit en colère. Il fallait que quelqu'un dise, hey, là, ça va pas bien. Puis les scientifiques lancent un appel, puis on doit l'entendre, cet appel-là. Mais est-ce que la colère fait avancer, selon toi? Bien, la colère, je pense que ça peut être un bon moteur. La colère des peuples a été un outil de libération, de révolution. On pense de aux Roumains, entre autres. Je pense que refuser l'état du monde, quand l'état du monde n'est pas bien, dans ce refus-là, par moment, ça s'exprime par la colère, et c'est une bonne chose. Mais c'est quoi le coût? Qu'est-ce que ça t'a coûté, toi? Ce que ça m'a coûté, c'est ma joie. Et celle de ma femme, et celle de mon entourage. Puis éventuellement, même celle de mes amis qui disaient, quand il s'en vient, là, on va changer de bord de trottoir parce qu'il va encore me reparler de ça. Parce que moi, j'étais en mission pour le Seigneur. Moi, je voulais que ça arrive. Tu sais? Penses-tu à refaire? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu aurais une façon de le faire dans la joie? Je pognerais moins les nerfs. C'est que moi, j'ai pogné les nerfs aussitôt. En fait, il y a un truc, j'en ai parlé récemment, c'est qu'il y a un truc que j'avais pas prévu. Tu sais, moi, j'arrive au TNM, là, puis je suis dans la marge, mais mes salles sont pleines depuis tout le temps, puis j'invite toutes sortes de monde dans mes shows. Puis c'est rassembleur au bout. Puis là, au TNM, on le vit. On le vit avec Kisha, c'est-à-dire que moi, je suis bon pour rassembler toutes sortes de monde. Puis je parle à tout le monde. Je fais du théâtre populaire, on va dire ça comme ça. Totalement, okay? totalement. Alors, quand j'ai lancé l'entreprise du gaz de schiste, j'ai aussi voulu m'appuyer sur la démocratie, donc parler avec tout le monde. J'ai fait le même truc avec les citoyens anticosti, en tout cas, sur le film, mais j'avais pas prévu, quand j'ai lancé le pacte, que je deviendrais polarisant. J'avais pas prévu que j'allais me faire écœurer autant que ça. C'est candide, tu me diras, mais par moment, comme artiste, on vit un peu sur notre cloche de verre. On n'est pas toujours dans le monde. Puis moi, j'avais pas vu l'émergence de cet esprit qui veut faire le procès des privilégiés. Puis là, tout à coup, les artistes devenaient les mauvais porte-parole de la... Et moi, c'était le seul moyen que j'avais de rameuter les artistes puis de dire, on va sonner à la cloche. Toi, tu t'es dit, ces gens-là sont aimés. Moi, là, j'ai un respect... sans borne pour M. Yvon Deschamps. Ben oui, okay? Pour moi, c'est un saint homme, c'est un grand homme. C'est vrai. Yvon, là, sa conscience écologiste, là, elle est naissante. C'est pas son monde, OK? Je lui demande de venir au lancement du pacte. Il a dit oui. Il était là, il est là, il prend la parole, puis il dit qu'il rêve d'un Québec vert. Bon. Il y a Louis Morissette aussi qui a pris la parole. J'ai convaincu un paquet de monde qui voulait... Mettons, Louis Morissette, il ne voulait pas venir, puis je l'ai convaincu en lui disant, regarde, justement, il dit, ben moi, je suis le problème. Je dis, ben justement, on ne va pas se présenter là comme parfait. On va dire, on prend conscience du problème, puis on se dit, OK, tout le monde ensemble, on s'y met. Là. Puis on va se commettre tout le monde ensemble. Ça va, à mon avis, le calcul que je faisais, c'est que ça allait être plus payant que de faire une manif. Je dis, là, on va prendre un engagement public à réduire personnellement nos émissions de gaz à effet de serre, en espérant que le gouvernement va faire la même chose, parce que c'est le gouvernement qui a la grande responsabilité et qui a la grande capacité des décisions qui vont faire une différence. Tu sais. Je ne m'attends pas, moi, à ce que Nathalie Petrovski dénigre Yvon Deschamps en disant, ben là, moi, c'est pas Yvon Deschamps, on vient me faire la morale écologiste, lui qui roule dans la Bentley de Charlie Chaplin. Et moi, je trouve ça odieux et j'y fais une crise à Nathalie Petrovski. Je ne laisse pas passer. Ce qui est une excellente stratégie pour polariser, vraiment. Exact. Oui, c'est vraiment génial. Et là, tu sais, j'ai fait un fou de moi là, assez rapidement. Ça faisait... Écoute, moi, je lance le pacte.
On a 300 000 signatures en quelques jours. Ouais. On met 50 000 personnes dans la rue, là, 3 jours après le lancement du PAC. Je sors du bureau du premier ministre. Fait que je me sens comme Hulk. Je fais, OK, là, on est parti, puis ils vont nous entendre. OK? Puis le réchauffement climatique, qui ne fait pas partie de leur agenda politique à notre gouvernement, là ils vont vivre. Je prends une carte de la CAQ. Après ça, j'ai pris ma carte de la CAQ. Et là, je m'en vais faire l'émission. Là. Je sors de la manif, là, je marche, puis je m'en vais faire au bar chez Roger, faire la soirée est encore jeune. Oui. Et là, je fais une crise. Et je fais un fou de moi. Je dérape complètement parce que j'ai pas d'humour. Ça me tente pas de me faire écœurer. C'était pas le bon show. Qu'on donne raison à Nathalie Petrovski contre Yvon Deschamps, que moi j'ai invité. Ça me fait de la peine, puis ça me met en crise. Et là, j'ai été en crise comme ça pendant 1 an et demi. C'est-à-dire que j'ai décidé d'être dans le courage, puis de ne pas laisser passer. Mais en étant en maudit. J'étais en maudit. Et c'est pas la bonne méthode. Ça, je le sais aujourd'hui, là, mais parce que moi, j'ai comme pris... Tu sais, j'ai quand même lancé ça, puis là, il fallait que j'assume. Je pouvais pas, moi, me retirer. Fait que j'ai été comme dans le courage, et par moments, cette posture de courage-là faisait que... Tu sais, mettons, moi, je vais engueuler Bernard Drainville, OK? Je fais son émission, puis je vois qu'il sait pas de quoi il parle, puis je lui dis en ondes, puis je sors du studio, là, son réalisateur dit « Ouais, tu viens d'en manger toute une, mon Bernard? » Parce que je l'ai mis KO pendant l'émission. Okay? Je l'ai humilié, mais il méritait d'être humilié, tu comprends? Okay. Le soir, il m'envoie un texto en me disant « On a eu du fun après-midi. Tu reviendrais-tu une fois par semaine? » Pourquoi? Parce qu'il a fait des ratings. Là, il y avait du monde qui écoutait, puis il y a du monde qui m'aime, puis il y a du monde qui m'haïsse, puis lui, il voit ça sur son écran d'ordinateur. Il m'invite à tous les mardis. OK? Et moi, je lui dis « OK, je vais y aller, je ne veux pas être payé. C'est moi qui choisis les sujets, puis tu me laisses, j'ai liberté de parole. » 5 minutes. Mais il me donne des jambettes avec son discours borné de droite conservateur à toutes les fois. Par exemple, quand je pose la question de l'aviation, moi, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire avec l'aviation? Est-ce que c'est un bon comportement, celui du touriste en nous? Bernard Drainville, il dit, Dominique Champagne ne veut plus que vous alliez en vacances à Cuba. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, ouvre les lignes, Et il le fait comme ça. Et là, je lui dis, mon Dieu que t'es malhonnête. Bien, ce gars-là, à qui, moi, j'ai donné beaucoup de mon temps, ma générosité, c'est lui qui dit, lâchez-moi avec les GES quand il se présente pour prendre le pouvoir. Mais c'est lui qui a pleuré aussi quand il n'y avait pas le 3e lien. C'est ça. Alors, pour moi, il y a quelque chose de l'inconscient, quelque chose d'odieux qui mérite des colères par moment, tu comprends? Et la colère, dans ce cas-là, est méritée, puis il mériterait encore de... Mais on pourrait avoir une colère intime plutôt qu'une colère publique? Par moment, on peut avoir des colères intimes, puis c'est pas parce qu'on a une colère qu'on déteste les gens. Moi, Bernard Drainville, j'ai envoyé un mot des vœux de bonne année au lendemain du bye-bye, le 1er janvier cette année, parce que je me disais, tiens, Bernard, ça doit être rough, là. Je vais lui envoyer un petit mot, il souhaitant une bonne année. Il était content, il me répond, il était content. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu es en colère contre quelqu'un ou contre les idées de quelqu'un que tu l'haïs pour le tuer. Mais il me semble qu'au Québec, ça passe moins bien, ça, la colère et la polarisation. Mais c'est ça, j'ai l'impression que l'indignation doit se faire passer plus en je vais te raconter les affaires, là, puis comme après ça, les gens auront bien les commentaires qu'ils veulent, l'information va être passée, mais c'est la minute où on voit qu'il y a une fermeture, parce que la colère montre un peu une fermeture, j'ai l'impression, là. La minute où on ressent ça, c'est là où c'est comme mon Dieu, c'est quoi qui se passe? Mais tu sais, moi, j'ai envie de rappeler, par exemple, quand on se parle de ça, là, pour essayer de me consoler, je me rappelais du combat des suffragettes. Les femmes à Londres qui ont décidé que les femmes avaient le droit de vote. OK? Puis que le monde macho britannique leur refusait la décence de leur donner une identité politique, le droit de vote. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces femmes-là? On a tendance à oublier ça, mais ils ont foutu le feu à des édifices publics. Ils ont lancé des roches à des premiers ministres. Ils ont pété des vitrines. C'était des femmes en colère. Et elles ont toute mon admiration. Parce que 2 générations plus tard, le combat n'est pas fini, mais la condition féminine sur le plan politique, sur le plan économique, elle a été émancipée énormément dans la civilisation occidentale. Et ça, on le doit à la colère d'une poignée de femmes, à un moment donné, qui ont décidé que parler, discuter là, dans les salons de thé avec les machos, là, ça ne suffisait pas. Qu'il fallait poser des gestes. Moi, je m'étonne, OK? Je suis en train d'écrire un truc, une fiction. Fait que tu reconnectes avec l'art, là. Ben, moi, j'arrêterai jamais de rêver des spectacles. Est-ce que je vais les produire? Est-ce que je vais les créer? C'est une autre histoire, mais je travaille sur... je m'inspire de la tragédie d'Hamlet.
Et je fais de Hamlet un éco-terroriste contemporain. Oh. Oh, intéressant. C'est des idées qui ont germé quand Greta Thunberg était là. Je dis, si t'étais danoise, là, je te ferais jouer le rôle d'Hamlet. On ferait un film ensemble. C'est que le ciel parle à Hamlet et son père lui apparaît dans le ciel, son père qui vient de mourir, et lui dit, je suis pas mort de mal ben mort, j'ai été assassiné, je suis victime d'une injustice, voici une arme et venge-moi. Et Hamlet est convoqué à la violence pour rétablir l'ordre du monde, pour rétablir la justice. Et il ne sait pas quoi faire avec son arme. Donc, c'est la tragédie de l'impuissance de celui qui sait, qui a conscience, mais qui n'arrive pas à passer de la conscience à l'acte. On fait quoi violent. avec ça? Une fois qu'on le sait, on fait quoi avec ça? Et moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'éco-terroristes dans le monde dans lequel on est. En Allemagne, là, quand on a installé des ogives nucléaires à grandeur du pays face aux Russes, là, il y a eu une contestation violente de l'invasion nucléaire par des éco-terroristes en Angleterre. Aujourd'hui, il y a très peu de ça. Il y a eu quelques campagnes là, de vandalisme de VUS en Suède, en France. C'est somme toute assez gentil. Mais moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de vandalisme contre les VUS. Mais là, il ne faudrait pas faire appel à l'éco-terrorisme quand même. Bon, alors, la question, elle se pose. Là, sur la place publique, c'est plus difficile de la poser que dans une fiction. Mais si on parle de colère, puis est-ce que ces suffragettes-là avaient des comportements corrects à nos yeux aujourd'hui? Mêlez les mêmes femmes là, qui sortent pour revendiquer leurs droits, qui pètent des vitrines, qui lancent des roches à François Legault, puis qui mettent le feu dans des édifices publics, là. Je pense que Richard Martineau leur donne une ride à ces femmes-là. Ce que je veux dire, c'est que... On l'a vu avec les carrés rouges quand les étudiants sont descendus dans la rue. Et alors qu'il n'y avait aucune violence dans ce cas-là. Il y avait de la violence de la part de la police quand même. Oui, il y avait de la violence. Mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement étudiant n'était pas un mouvement violent. Absolument pas. Était un mouvement non violent. Non, mais et il y a eu très mauvaise presse. Tu sais, même on a dénaturé ce que c'était que la désobéissance civile et le reste. Totalement. Mais donc... pour moi, il y a une équation évidente, c'est que présentement, notre comportement, notre main, pour revenir à ça, là, est très violente à l'égard du monde, à l'égard de la nature. Ce qu'on impose à la nature est très violent. Ouais. On fait violence, consciemment ou pas, c'est-à-dire que moi, quand j'embarque dans mon char puis que j'envoie des tonnes de GES dans le ciel, j'ai pas l'impression d'avoir un comportement violent. Oui, mais tu as un char électrique, toi? J'ai un char électrique, là, mais ce que je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? T'sais? Donc, il y a un paquet de gestes qu'on pose, puis a priori, c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on veut être violent, mais il reste que l'addition de ces comportements-là fait en sorte qu'on violente la nature. C'est vrai. Et qu'est-ce qui a commencé à se produire et qui va se produire de plus en plus? C'est une réponse violente de la nature. Parce qu'une inondation, un effondrement de terrain, un feu de forêt, un ouragan, c'est violent. Oui. Quand tu es dedans, là, moi, j'ai eu 3 effondrements de terrain sur ma terre, chez nous, l'été dernier, à cause des... Et ça, c'est une de mes peurs. Je l'ai vécu là, dans ma chair, puis là, j'étais en train de réparer. Pendant des semaines, des mois, je me suis blessé même. Là, je me disais, OK, là, moi, ma lutte au réchauffement climatique, là, elle vient de me descendre dans le corps. Ouais. C'est même plus une histoire, ça passe plus dans ma tête puis des principes. Là, je l'ai dans le corps et je vois encore une fois la limite et l'absurdité de ça. Ouais. Ce dont j'ai pas de doute, c'est que il y a des réponses violentes présentement à notre violence et il va en avoir de plus en plus. Ce que les études scientifiques nous disent, c'est que les comportements extrêmes, notamment de la nature, du climat, vont être de plus en plus extrêmes et de plus en plus rapprochés. Fréquent, ouais. Donc, il va y avoir de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de tempêtes. Et c'est sûr que là, il y a de la misère humaine qui vient avec ça. Oui. Sans parler de la violence qui est faite à la nature elle-même. Là, il y a aussi... Et donc, moi, je pense que c'est cette réponse violente-là qui va nous faire bouger. Qui va nous obliger à bouger. Maintenant, dans quelles circonstances? Ça serait mieux qu'on ait le temps de débattre, qu'on ait le temps d'en parler, qu'on ait le temps de mesurer le pour et le contre des batteries ou des actions qu'on pose, voir dans quelles circonstances, c'est quoi la limite, jusqu'où on est prêt à saccager des milieux naturels, que ce soit à Belleuil ou en Abitibi, dans les mines, au nom de la transition énergétique. Puis, ultimement, on va se dire, on va transiter pourquoi? C'est pour produire quoi? Pour acheter quoi? Pour consommer quoi au juste? Donc, notre pourquoi. Il faut revenir à notre pourquoi, à nous comme humains. Et là, on trouve beaucoup, moi le premier, là, on trouve beaucoup de bonheur à consommer.
acheter. Mais ça remplit un vide, c'est prouvé. Ça remplit un vide, Ça c'est remplit sûr. un vide. Donc ça c'est... Puis, et ça fait pas très longtemps. Moi, mon grand-père, il consommait pas, il n'y avait pas d'argent. Ça faisait pas... Et on est rentré là-dedans. Tu sais, le monstre de la publicité a débarqué dans nos vies. Ça fait pas très longtemps, là, ça a un siècle, la publicité, pour dire, ou à peu près. Et donc, on est devenu esclave de ce besoin de consommer qui est mortifère. Donc, comment on peut pallier à ça? C'est sûr que la vie de l'esprit, nourrir la vie de l'esprit, amener les enfants dans la forêt, Créer faire des silence. expériences humaines. Mais c'est ça qui est beau, en fait, c'est que tout ça nous habite. Tu sais, moi, je pense... Je suis allé voir Love des Beatles, OK? Je suis allé, puis quand je suis sorti de là, les gens chantaient « All you need is love ». Tu sais, toi qui l'as monté. Ça finit de même. Quelqu'un aurait été là, faire signer là, le pacte, là, je dis n'importe quoi, mais tu sais, tout le monde était prêt à s'engager à faire un monde meilleur. OK? Puis là, je sors de là, amène-moi des défis, je suis Hulk comme toi, je suis prêt à n'importe quoi. Et là, j'arrive au bout du casino après avoir fait tout le labyrinthe, j'ouvre les portes, Babylone devant moi. Puis tu consommes. Et là, ça a switché. C'est sûr. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que où c'est qu'on va mettre le focus? Moi, ça m'habite encore, ce focus-là de Love. Le focus de l'Odyssée, le focus... Je reviens à ça. Mais c'est ça, mon moteur. Mais je sais que l'enfer existe. Je suis allé à Rouen, j'ai vu les lignes des trottoirs, des rues qui sont rouges. Puis j'ai vu le soir, après 8h30, 9h, quand tout le monde est couché, que là, ils rouvrent le noir, le rouge, de toutes les couleurs, la pollution qui envahit la ville. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Moi, j'ai décidé de vivre dans l'amour puis dans le positif. Mais pas parce que j'ai des lunettes roses, c'est parce que c'est ça que je veux nourrir. Là, je pense que, tu sais, moi, je me dis ces jours-ci qu'il faut mener une vie plus poétique. Il faut mener une vie philosophique. Il faut essayer de toucher, de trouver, de se mettre en quête de plus de sagesse dans nos comportements et que ça, c'est plus important ça que de performer, que de tirer un meilleur salaire. Et je dis pas qu'on a tout faux. Il faut améliorer les conditions de travail des profs. Puis, je pense qu'il y a un grand défi de partage de la richesse dans notre société, mais je pense qu'on a posé la croissance et l'augmentation du pouvoir d'achat comme la valeur suprême. Et ça, tant qu'on va être là-dedans, et qu'est-ce qui va remplacer ça? C'est sûr que c'est des fréquentations avec soi-même, avec la vie de l'esprit qui vont nous amener ailleurs. Et peut-être que la nature elle-même va nous l'imposer. Est-ce que mon grand-père était plus malheureux que moi? Lui qui gagnait 2000 $ par année, qui travaillait dans l'enfer d'une usine à Saint-Joseph-de-Sorel ou qui l'a rendu sourd, est-ce que je suis plus heureux que lui dans les conditions que j'ai? Je ne peux pas répondre à ça. Je peux dire qu'il y a un bout de ta vie que tu étais plus malheureux que lui parce que tu nous l'as nommé. Ben, il y a eu ses malheurs à lui, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas jauger la valeur d'une vie au compte en banque ou à la reconnaissance publique ou au pouvoir d'achat. On ne peut pas mesurer la plénitude d'une société sur le PIB. Puis là, malheureusement, le grand projet de François Legault, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est... Fait qu'on a l'impression qu'en dehors de ça, c'est accessoire. Alors que c'est pas vrai. Si on misait plus dans le système d'éducation puis qu'on donnait un peu plus de temps aux élèves dès le primaire d'aller fréquenter la forêt et de découvrir la beauté d'une minute de silence en forêt, probablement qu'on s'apaise dans notre rapport à la nature puis qu'on fait des meilleurs êtres humains qui vont être plus heureux, plus proches de leur joie puis plus en mesure de faire le bien que de malgré... Parce que le problème, il est systémique, c'est-à-dire qu'on fait le mal souvent malgré nous, la plupart du temps malgré nous. On n'est pas mal intentionnés nécessairement. Non, c'est ça. On est les collaborateurs d'un système qui nous oblige à se comporter comme ça. Ouais. Mais justement, pour clore cette belle discussion autour de l'amour et de comment on pense que ça va mieux qu'on pense, ton niveau, toi, de confiance quant à l'avenir, sachant que la solution est peut-être dans... ramener à une éducation différente, plus dans la conscience, plus dans l'harmonie. Si tu penses à l'avenir de cette façon-là, ton niveau de confiance qu'on va être bien là-dedans puis qu'on va s'y rendre, il est à quel niveau? Il est pas très élevé. C'est-à-dire que je suis assez ambigu, mais il y a un défi. C'est-à-dire qu'il
Il y a un défi qui s'appelle Laure, qui a 15 mois, qui s'appelle Marius, qui a 8 mois, qui sont des défis très concrets pour moi. Puis moi, je me sens vraiment, là, ma plus haute responsabilité, c'est qu'ils puissent vivre dans un monde où ils vont se sentir dignes, ils vont se sentir heureux, en meilleure harmonie avec le monde dans lequel ils vivent. Et je ne sais pas si ça me donne confiance, mais ça m'oblige à la confiance. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis assez désespéré, mais je sais qu'on n'a pas le droit de ne pas nourrir l'espoir. C'est pas une option. Ouais. Donc, pour moi, ça transcende l'idée de désespoir ou d'espoir ou d'optimisme ou de pessimisme. C'est qu'on est obligé, il faut le faire. Puis si on s'arrête un temps soit peu pour réfléchir à tout ça, pour accorder du temps et de l'importance à ça, ce que moi, je m'oblige à faire depuis que la pandémie est arrivée, je passe beaucoup de temps à méditer, à écrire là-dessus. J'écris pas juste des spectacles dont je rêve que je ne ferai pas, mais j'écris aussi beaucoup pour moi-même pour essayer d'approfondir cette question-là, de toucher à ça avec le souci premier de léguer quelque chose que je n'ai pas eu, moi, dans mon héritage de mon père et de mon grand-père, de pouvoir léguer ça à mes petits-enfants. J'ai commencé à écrire, il y a 1 an et demi, un livre. J'ai écrit quelques milliers de pages depuis. Un livre qui s'appelle « À toi qui baignes dans le ventre de Jess pour quand tu auras 20 ans ». Jess, c'est la mère de Laure. Et j'ai fait un voyage en Grèce à 20 ans et je suis retourné là avec Jess, avec ma femme et Jules, et pendant qu'elle était enceinte de Laure. Et je me suis dit, tiens, je vais revisiter mes 20 ans. Là où moi j'étais quand j'avais 20 ans, avec toute mon innocence, mes rêves, mon enthousiasme. Puis je vais juste mesurer l'écart entre ces 20 ans et qu'est-ce que... Moi, j'ai connu mes 2 grands-pères. J'avais un grand-père juge d'Outremont, puis j'avais un grand-père soudeur de Sorel. Donc, j'ai 2 grands-pères très différents. Et ça m'a toujours servi de guide quand je faisais mes shows en me disant, moi, s'ils rentrent dans la salle, là, mes 2 grands-pères, je veux qu'ils se sentent tous les 2 bien invités. Tellement beau. Et donc, comment dirais-je, c'est comme si le fait d'avoir connu mes grands-pères m'a guidé. Ouais. Et si moi, je mourais, parce que mes fils n'ont pas beaucoup connu mon père à moi, n'ont pas beaucoup connu leur grand-père de mon côté, mais moi, j'ai comme le souci de léguer un peu une connaissance de qui je suis pour être un repère, pour être un phare, une étoile dans la nuit qui puisse permettre de guider. Puis, en quelque sorte, tu sais, là où croit le danger, croit ce qui sauve, à quelque chose, moi, l'échec même du mouvement du pacte, c'est un grand succès, le pacte, mais c'est aussi un grand échec en ce qui me concerne. C'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire que ça m'oblige à un déplacement du terrain politique à un terrain plus poétique, philosophique, et je sens que je vais avoir beaucoup de souffle. Je sens que c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même et je l'espère trouver le meilleur de moi-même. Bien, merci infiniment, Dominique. Ça a été extrêmement inspirant. En tout cas, moi, je vais être honnête, là, on était bien énervés, OK? Parce qu'on disait, on est des ticus, puis tu as fait bien des affaires, puis on va-tu être capable de maintenir la conversation? Merci d'avoir habité beaucoup l'espace, mais vraiment, merci infiniment. Puis tu sais quoi? Oui, tu as réalisé des grandes choses, puis quand tu parles de tes 2 petits-enfants puis de la forêt, ben moi, j'ai de l'espoir. Parce que si chaque grand-père faisait ce que tu fais, bien, on vivrait tous dans un monde meilleur. Et il y en a plein de grands-pères qui font ça. Il faut valoriser ces gestes-là. Ils sont là, ils existent. Il y a plein de monde présentement qui sont à l'œuvre pour que la vie change, pour qu'on retrouve une part d'harmonie qu'on a perdue, puis qu'on trouve des choses qu'on n'avait pas mis en pratique. Jusque-là, il y en a plein d'hommes et de femmes qui veulent, qui sont bien intentionnés, puis qui ont du talent, qui ont du succès, qui ont du génie pour que les choses changent. Donc, et ça, c'est sûr que c'est des raisons d'être optimiste. Il faut juste comme pas se leurrer en se disant que les batteries, c'est la panacée. Eh bien, moi, je suis dans ton team. Je te jure, je suis dans ton team. Hey, merci, Dominique. Merci infiniment. C'était vraiment une belle discussion. Merci. J'ai vraiment apprécié. Moi, je repars avec plus de poésie dans ma vie. Oui, c'est ce qu'on avait besoin. C'est là que je t'ai découvert, puis c'est là que je te retrouve. Merci. Merci. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.